Merci pour l'invitation déjà. Et puis aujourd'hui j'avais envie de discuter un petit peu dans le thème en général, de parler d'intelligence animale, mais aussi quelque chose qui me tient à cœur, c'est aussi l'évolution de nos propres facultés cognitives. Et donc du coup c'est pour ça que j'ai écrit ce nouveau talk où on dit les intelligences animales et ce qu'elles nous disent sur l'évolution de la nôtre. Alors pour commencer, j'avais juste envie de vous montrer quelques petites vidéos. J'espère que je vous ferai la traduction en live quand c'est en anglais. Donc là, c'est une vidéo qui est prise à Bossou en Guinée. Vous avez donc les chimpanzés qui cassent des noix. Et donc cet individu que vous voyez, le jeune, est en train de casser des noix. Il y a sa mère qui est arrivée derrière, qui commence à l'épouiller. Et donc ce qui est marqué, c'est que sa mère est arrivée sans outils et il n'y a plus d'outils disponibles. Donc lui, il est en train de continuer à casser ses noix. Donc vous avez la mère ici. Derrière, il y a un autre individu qui l'épouille. Donc une fois qu'elle l'a groomé, donc elle lui présente également son flanc pour dire moi tu peux m'épouiller aussi. Donc son fils commence à l'épouiller. Et du coup, bien évidemment, elle utilise cette opportunité pour récupérer les outils. Donc ils ont même fait une petite vidéo pour même montrer ce petit sourire qu'on imagine tous de... Bon, alors, on pourra en parler après si vous voulez. On peut bien sûr s'imaginer plein de trucs et imaginer qu'elle a eu un côté machiavélien, qu'elle savait exactement ce qu'elle voulait faire ou pas. Je pense que c'est aussi intéressant, juste pour la vidéo, de vous montrer un petit peu. Donc ça, c'était un chimpanzé. Je pense que tout le monde est à peu près d'accord. Vous connaissez la réputation des chimpanzés. Ce sont des animaux intelligents. Mais peut-être que vous ne savez pas à quel point on a des comportements intelligents chez d'autres animaux. Alors, par exemple, tout ce qui est corvidé, ce sont des animaux qui sont extrêmement intelligents. Donc, vous avez cette vidéo ici. Donc, il y a de la nourriture dans le petit trou ici. Et donc là, vous voyez l'arrivée, il récupère la petite larve. Donc en fait, c'était un papier qui est sorti il y a une dizaine d'années qui montrait que les corvidés en général, et pas seulement ceux que vous allez voir maintenant qui sont des corbeaux de Nouvelle-Calédonie, eux, ça fait plus de 20 ans qu'on sait qu'ils utilisent des outils, donc vous voyez ici. Et donc Christian Roots et ses collaborateurs ont testé des corvidés qui sont à Hawaï, et en fait ils ont trouvé que ces animaux étaient aussi capables d'utiliser le même genre d'outils que ceux-là. Bon, on a les oiseaux. Je pense que peut-être que si vous vous intéressez un petit peu à la cognition animale, vous en avez déjà entendu parler, mais on peut aller encore plus loin. Donc ça, c'est les vidéos que j'aime bien. Donc là, vous avez, c'est un exemple de chasse coopérative en fait entre deux types de poissons. Donc les groupers, donc c'est des mérous, qui vont aller recruter des murènes, parce que les murènes peuvent se faufiler en fait au niveau de ces trous dans le corail. Donc je ne sais pas si vous avez vu la murène, puisque sur la vidéo on voit sa tête ici. Si vous voyez vous la voyez pas, elle est là, elle est juste là en fait. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va la recruter, et ensuite il faut même une petite danse à peu près au niveau où la murène est censée rentrer dans le corail. Donc ça, c'est une étude qui date quasiment il y a 20 ans maintenant. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que juste l'année dernière, il y a une autre vidéo qui est sortie où vous aviez également le même genre de coopération entre espèces, mais cette fois avec des pieuvres et des poissons. Et c'est assez amusant parce que bon, les pieuvres ici, quand elles recrutent les poissons, c'est un peu moins, c'est plus une danse sympathique, c'est plus envoyer un coup de poing aux différents poissons. Donc là, vous les voyez. Donc c'est vraiment plus, c'est un peu moins engageant que la petite danse pour les dire de venir. C'est plus, je te mets une baffe et puis ça va faire aller le poisson dans la bonne direction, et donc la proie va arriver, et donc ça reste quelque chose d'assez coopératif. Voilà, les petites vidéos. Donc maintenant, on a fait les chimpanzés, on a fait les oiseaux, on a fait les céphalopodes. Mais je peux aussi vous montrer une autre vidéo qui est assez sympa. Donc vous allez voir des petites fleurs qui sont... c'est un paradigme expérimental. Vous avez des petites fleurs où il y a du sucre dedans et un bourdon qui arrive. Et donc le bourdon a appris qu'il pouvait tirer la petite fleur pour récupérer le nectar.
Donc ça, c'est l'équipe de Lars Chitka qui est à Londres. C'est quelqu'un qui est absolument super comme chercheur. Toute l'équipe, tous les ans, ils sortent un truc, un nouveau papier qui nous fait vraiment penser, en tout cas même primatologue ou personne qui travaille avec les oiseaux. Là, c'est une vidéo comme ça. Il a une vidéo où il leur a appris à jouer au foot, des choses comme ça. Il peut faire plein de choses avec les bourdons. Donc ça vous force aussi à vous remettre en question à chaque fois sur comment est-ce qu'on peut considérer cette intelligence animale, cet apprentissage et autres. Et donc je voulais un petit peu garder tout ça à l'esprit. La majorité des arguments que je vais faire, c'est des arguments qui auront trait aux chimpanzés parce que c'est mon espèce de prédilection. Mais l'intérêt, c'est quand même de se dire que voilà, on peut poser beaucoup de questions sur toute cette idée d'intelligence animale. C'est pas que on parle de singes, mais là on peut parler effectivement de céphalopodes, on peut parler de bourdons. Il y aura plein de choses à dire aussi. Donc aujourd'hui, je me suis dit que j'allais faire 3 grandes parties. La première, ça va être essayer d'explorer ce qu'on entend par intelligence animale. Ensuite, on va faire plus une partie qui correspond un peu plus vraiment à mon domaine d'intérêt, qui est plus les cultures animales et à quel point en fait on peut corréler ça avec l'intelligence. Et la dernière partie, ce sera un peu s'interroger sur les conséquences sur les théories de notre évolution cognitive, comportementale aussi, mais donc j'essaierai de mettre un petit peu tout ça ensemble pour essayer de comprendre. Voilà. Alors, on va prendre une définition. Pour le coup, donc, pour cette première partie, je me base assez sur un papier que j'aime beaucoup de Judith Burkhardt qui travaille à Zurich. Judith Burkhardt a fait donc, ce papier dans Behavioral and Brain Science où c'est justement cette idée de est-ce qu'on peut s'intéresser finalement à essayer de trouver cette idée d'intelligence générale chez les animaux. Et pour ça, il faut déjà un petit peu savoir ce qu'on entend pour voir un petit peu les différences. Donc, vous avez une définition comme ça de l'intelligence que je trouve assez intelligente, qui est à peu près, qui est bien une bonne idée de ce qu'on peut s'imaginer quand on parle du mot intelligence. Donc c'est cette idée, cette capacité de raisonner, de planifier, de résoudre des problèmes, de penser de manière abstraite, de comprendre des idées complexes, d'apprendre rapidement, d'apprendre de l'expérience. Donc l'idée, c'est aussi de dire que c'est pas seulement d'apprendre dans les livres, c'est pas une compétence uniquement académique, c'est pas un reflet du succès aux examens. Alors bien évidemment, on va voir qu'il y a des connexions, mais c'est plus cette idée un petit peu assez abstraite qu'on se dit de cette idée qu'on est capable de comprendre notre environnement d'une certaine manière, de l'analyser, de donner un sens, de connecter les choses les unes avec les autres. Donc je pense que vous êtes à peu près tous d'accord que ça définit à peu près ce qu'on entend par intelligence. Comme je vous dis, moi je viens du domaine de la culture. Je pense que chaque chercheur a une définition pour sa notion d'intérêt, mais je pense que celle-là, elle est quand même assez large, donc on peut la prendre comme idée de l'intelligence humaine. Alors donc, ils essaient également donc, de donner une définition pour l'intelligence animale, parce que bien évidemment, là, c'est un peu plus compliqué de chercher comment un chimpanzé va réussir les examens. On va penser ici que l'intelligence, ça va plutôt être cette habilité, enfin cette capacité des individus à acquérir de nouvelles connaissances, notamment au niveau de l'interaction avec l'environnement physique ou social, et également utiliser ces connaissances de manière, on va dire, efficace. Alors, à défaut que ce soit intelligent, faut que ce soit une stratégie qui marche, pas quelque chose qui a l'air vraiment d'être trop compliqué. On veut parler de contexte familier et également de contexte nouveau. Donc voilà, on veut à la fois que finalement vous puissiez être bon à résoudre des problèmes que vous connaissez déjà d'une manière efficace, mais aussi si quelque chose de nouveau se passe dans votre environnement, vous faut être également capable de réagir au quart de tour. Donc, si on va un peu plus au niveau de l'intelligence, donc du coup je suis sûr que pendant les discussions de ce séminaire, il y aura des gens qui vont vous parler de beaucoup de choses, beaucoup plus intelligemment que moi, mais du coup, quand même, pour qu'on soit à peu près sur le même, on va dire, au même niveau ici, on s'est dit, bon voilà, on parle souvent d'intelligence, on parle souvent, en fait, de cet index qui s'appelle G. Donc, je pense que vous l'avez peut-être déjà vu la semaine dernière, mais Pas encore, bientôt. Pas encore. Bon, c'est bien, cette slide va être... Donc cette slide va être parfaite pour ça. Cette introduction, alors, je m'excuse, je ne suis pas non plus un spécialiste de l'intelligence, donc vous pouvez tout à fait me corriger aussi, mais j'ai pris
comment dire, les points particuliers qu'on va justement pouvoir retrouver chez les animaux. Mais c'est cette idée que finalement, les gens se sont rendus compte que quand vous êtes bon quelque part, bah, vous êtes bon souvent dans d'autres disciplines corrélées. Donc en fait, c'est cette idée qu'on a, en général, cet index en gros positivement corrélé avec les performances des participants dans différentes tâches. Cette corrélation positive, Spearman, en fait, au début de 1906, si je ne me trompe pas, a dit on peut faire en fait une analyse factorielle pour mettre tout ça ensemble et cette valeur qui prend en compte votre performance dans les différentes tâches, ça va être G et ce G, c'est un petit peu cette analyse ce reflet de l'intelligence. Et en fait, cet index, il explique environ 40% de la variation des résultats. Le reste étant lié à des caractéristiques donc des tâches. Et on a plusieurs... donc les gens sont intéressés, donc ça fait plus de 100 ans qu'on s'intéresse à comment cet indice ou cet index se comporte. Et on sait plusieurs choses. Donc j'ai mis un petit peu les trois en même temps pour être sûr de ne pas rentrer dans des grosses controverses, parce qu'on sait que l'intelligence, il y a énormément de débats par rapport à qu'est-ce qui est inné, qu'est-ce qui est acquis. Donc à quel point il y a une base génétique, à quel point vous héritez de l'intelligence de vos parents et autres, à quel point ça va être aussi corrélé avec ce à quoi vous êtes exposé. Donc je pense que le papier ici est relativement, on va dire, neutre vis-à-vis de ça. Donc j'ai à peu près pris les mêmes choses, surtout parce que c'est des points qu'on retrouve chez les animaux. Mais donc, on va garder en tête que voilà, il y a une base génétique, il y a un côté héritable qui est documenté. Il y a aussi ce fait que ça ne fait pas tout, bien évidemment, et que ça dépend largement des interactions avec l'environnement. Et pour les humains, pour le coup, c'est aussi corrélé avec l'achèvement scolaire, professionnel et autres. Donc il y a énormément de données là-dessus. Et ce qui est assez aussi intéressant, c'est que G corrèle fortement avec les fonctions exécutives. Donc tout ce qui est fonction exécutive, c'est par exemple la capacité d'inhibition, c'est la mémoire de travail, c'est la flexibilité comportementale. Et ça, quand on s'intéresse aux animaux, ça nous intéresse beaucoup parce qu'on va le voir juste après. On parle souvent d'instinct chez les animaux et autres. Donc l'idée que G correspond avec ces fonctions exécutives, il y a quelque chose qui pense que on est en train de réfléchir. Et donc, comme je disais, cette étude de l'index G chez l'animal, c'est un peu une science émergente. J'ai envie de dire c'est une science émergente en 2015. J'ai envie de dire qu'en 2025, j'ai moins trouvé de choses. Parce que finalement, en fait, on s'y est intéressé. Il y a toujours des gens qui s'y intéressent, mais ce n'est pas forcément les choses auxquelles les gens s'intéressent énormément à l'heure actuelle, parce qu'on s'est un petit peu... soit on s'est retrouvé dans toujours des portes fermées ou des choses où on ne peut pas vraiment aller à cette idée d'intelligence générale. Là, on va voir un petit peu pourquoi. Mais c'est pour ça que je disais, je regardais un petit peu les papiers et j'ai pas vu des choses, et beaucoup de choses, vous verrez, il y a certains papiers qui datent de 2020-2022 que je cite, mais j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose où il y ait beaucoup de gens qui s'intéressent. Donc si vous comparez par exemple en ce moment, tout le monde s'intéresse énormément au comportement collectif chez les animaux. Donc ils viennent ouvrir un Max Planck à Constance où on a énormément de chercheurs qui sont super intéressés. Alors à un moment, ça a été les réseaux sociaux entre les animaux, on va en parler un petit peu, ou le comportement collectif, mais cette idée d'intelligence individuelle ou des choses comme ça, j'ai l'impression que c'est émergent et en même temps, ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup émergé, beaucoup plus que ce que j'ai trouvé ici. Et la question qu'on va se poser, c'est surtout pourquoi. Et en fait, pour parler en fait d'intelligence, il faut aussi se demander ce que n'est pas l'intelligence. Et bien évidemment, quand vous parlez d'animaux, la première personne à qui vous allez penser, c'est bien évidemment Charles Darwin. Et Darwin, alors, si un jour vous avez le temps, ça vaut vraiment le coup de lire ses bouquins. Alors je ne parle pas forcément de l'origine des espèces, qui est un peu un bouquin assez compliqué à lire. C'est quand même un livre qu'il a un petit peu publié, on va dire... sous pression parce qu'il s'est assis dessus en gros pendant 30 ans et puis après il y a Wallace qui est un autre explorateur qui lui a envoyé des lettres en disant j'ai cette idée qui ressemblait énormément à la théorie de l'évolution et puis du coup Darwin a été un petit peu obligé d'un petit peu tout mettre d'un coup. Alors c'est pas un livre facilement digérable entre guillemets alors que le Descent of Man qui est donc de 71 est beaucoup plus
Digest, donc c'est un livre, c'est pas énorme en taille, mais il y a énormément d'idées extrêmement intéressantes dedans à lire. Et bien évidemment, c'est là où il y a eu toutes les caricatures de Darwin en singe ou des choses comme ça, parce que c'est vraiment là où finalement, il mettait l'humain comme étant un animal comme les autres. Et donc c'est là où il y a eu un petit clash avec l'Église et la société victorienne de l'époque. Donc voilà, donc ça, Saint Hoffman, si vous avez l'occasion de le lire, très intéressant. Et du coup, il s'interroge, donc souvent, en fait, c'est vraiment, quand vous lisez ça, il s'intéresse un petit peu à comment conceptualiser, par exemple, l'intelligence. Et il cite, par exemple, Cuvier, donc le naturaliste français, qui disait l'instinct et l'intelligence ne sont pas les mêmes choses. Donc, en fait, finalement, plus, soit vous avez des instincts, soit l'intelligence, ou pas l'un ou l'autre, mais d'autres personnes ne sont pas d'accord avec ça. Et ils nous disent, par exemple, potentiellement, on a eu des instincts qui se sont transformés en intelligence. Et c'est aussi intéressant, par exemple, il vous dit qu'un des animaux qui est les plus intelligents qu'ils connaissent, c'est le castor, parce que l'instinct du castor, on le sait tous, c'est de faire de construire des nids pour arrêter les rivières. Et à côté de ça, il vous dit, si vous avez lu cet essai qui s'appelle The American Beaver and His Works, donc, bien évidemment personne n'a lu maintenant à la grande époque, mais apparemment ça vous donnait beaucoup d'informations sur à quel point les castors sont intelligents. Donc, mais le point qui est fait là, donc j'ai envie de vous dire, c'est un point qui va nous intéresser, parce que c'est quand même des choses qu'on continue à étudier en tant que chercheur, et en particulier, on pense effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, quand on pensait à cette idée d'intelligence, c'est un peu cette idée d'adaptation et autres. Et souvent, en fait, on peut parler de certaines espèces, de certains comportements qui nous paraissent très très intelligents et qui finalement, c'est peut-être finalement juste le programme génétique que vous êtes en train de faire marcher et c'est tout. Donc il y a cet exemple qui est très connu, par exemple, de toutes les guêpes fouisseuses. Et en fait, ces guêpes, ce qu'elles font, c'est que quand elles vont se reproduire, elles vont avoir une larve, donc elles vont faire un trou, mettre la larve dedans, ensuite elles vont chasser une autre espèce d'insecte qui est paralysée, pas mort, mais paralysée, qui va être enterrée dans le trou, ils vont fermer le trou, et du coup la larve peut se développer en ayant en gros le frigo juste à côté, qui reste en vie jusqu'à ce que la larve en gros soit suffisamment grande pour émerger. Donc quand vous voyez ça ou une vidéo comme ça, c'est fantastique, ça rappelle un petit peu la vidéo du bourdon qu'on a vue tout à l'heure, mais en fait c'est un programme qui est exécuté. Parce que finalement, si vous interrompez la guêpe en plein milieu du programme, ce qu'elle va faire, ça ne va pas continuer son histoire après, c'est qu'elle va aller de nouveau recreuser un autre trou, faire une nouvelle larve, trouver un autre animal et le refaire. Donc c'est là où cette idée d'instinct potentiellement peut illustrer quelque chose qu'on ne considérait pas de l'intelligence. Vous avez également l'exemple du vautour égyptien, donc ça c'était aussi assez intéressant. Je pense que tout le monde a entendu parler de Jane Goodall, ou pas? Parce qu'on va en parler un petit peu. Donc Jane Goodall, vous aurez une photo plus tard, qui a découvert notamment l'utilisation d'outils chez les chimpanzés sauvages à Gombe, a également publié pas mal de papiers d'autres observations, et en particulier, elle avait rapporté cette observation que les vautours égyptiens utilisaient des outils aussi, donc des cailloux en l'occurrence, pour briser les œufs, les coquilles d'œufs. Donc quand ils se nourrissent, soit ils prennent un œuf et puis ils le font exploser sur le sol ou sur un caillou, ou le contraire. Et en fait, ça fait partie encore de ces comportements qui sont finalement très très encodés génétiquement, c'est-à-dire qu'en fait, ils savent, ces vautours, si on va comparer un petit peu avec les chimpanzés tout à l'heure, les chimpanzés ou les corbeaux de Nouvelle-Calédonie que je vous ai montré, ils sont considérés comme des créateurs. Donc il y a cette notion de creative tool user, donc qui ont vraiment cette idée d'utiliser des outils de manière intelligente. Notamment les corbeaux de Nouvelle-Calédonie, en fait, ils avaient été connus parce qu'ils étaient capables de faire si vous leur donnez un fil de fer, ils vont avoir la présence d'esprit de dire ça passe pas bien, donc je vais faire ce qu'on appelle un hook, donc un crochet, pour pouvoir récupérer la nourriture. Donc la hook task, c'est quelque chose qu'on utilise énormément en psychologie. En fait, les psychologues du développement l'ont piqué en fait à des zoologues d'Oxford qui l'ont fait avec les New Caledonian Crows. Et en fait, c'est pas évident du tout pour les enfants d'innover un crochet. Et en fait, on a testé avec des enfants jusqu'à 12 ans, on est quasiment jusqu'à 8 ans, on a 50% des enfants qui ne pensent pas faire un crochet à partir de cet outil.
Donc c'est quand même, c'est là où vous voyez que c'est une grosse différence par rapport à finalement quelque chose de très stéréotypé. Je vais dire, il y a toujours de la marge, parce que j'ai aussi trouvé quelques papiers qui disaient que ces vautours égyptiens, ils n'utilisent pas forcément que des cailloux, ils peuvent aussi utiliser, pour le même emploi, ils peuvent utiliser par exemple des bâtons ou des choses comme ça. Donc il y a peut-être plus cette idée potentiellement d'un programme qui, dans leur tête, utilise quelque chose de suffisamment dur ou autre qui permet de casser l'œuf, qui te permet de manger. Et ces idées de programme, en fait, ça a un nom. Et ça nous aide de manière très intéressante parce que c'est dans le débat cognitif, il y a quelqu'un qui s'appelle Fodor, qui a proposé que l'intelligence était, la cognition était modulaire. C'est-à-dire que vous avez un module qui va traiter une chose. Donc vous avez le module, par exemple, du traitement de la perception visuelle ou traitement auditif ou autre, mais ça marche aussi pour plein de trucs. Donc ça peut être par exemple l'idée, il y a des gens qui pensent que la cognition est complètement multimodulaire, et que vous avez des petits modules pour tout, donc par exemple la cognition sociale ou la théorie de l'esprit, donc cette capacité quand on se met à la place de quelqu'un ou des choses comme ça, ou qu'on prête des pensées aux autres, ça pourrait être modulaire. Donc ça, il y a énormément de débats. Mon talk n'est pas là-dessus, donc clairement je vais laisser ça aux spécialistes, mais du point de vue animal, ça peut être intéressant, parce que si vous vous mettez à la place finalement de quelqu'un qui bosse avec, qui pense à l'évolution, c'est assez intéressant de se dire qu'on pourrait construire une intelligence modulaire, parce que ça vous permet justement d'évoluer quelque chose qui va juste répondre à un problème à un moment T. Et en particulier, ça peut marcher assez bien avec certains types de données animales. Donc, par exemple, comme je disais, vous avez un problème. Les espèces, les individus qui vont avoir réussi à développer une stratégie particulière ou un module de traitement qui leur permettent finalement d'avoir, typiquement vous parlez vraiment comme des gens qui travaillent avec les ordinateurs, donc vous avez un input et un output. Donc l'input c'est le stimulus ou autre où vous faites une réponse particulière et vous aurez toujours la même réponse. Donc c'est assez pratique parce que si vous l'avez, vous survivez, si vous ne l'avez pas, vous êtes mort, donc du coup ça peut se garder dans l'espèce. Et on peut imaginer que certains exemples pourraient être pris. Par exemple, certains oiseaux sont extrêmement bons, par exemple, à développer des cartes mentales de cache de nourriture. Donc c'est notamment le cas encore de certaines espèces de corvidés. Et ils peuvent mémoriser 1000, 2000 endroits où ils ont mis de la nourriture. Et donc c'est pratique parce que quand l'hiver est venu, ils savent où ils ont mis leur nourriture et donc du coup ils survivent. Donc ça pourrait être, on se dit, ça pourrait être super intelligent, mais c'est peut-être juste une stratégie qui a juste marché et qui marche bien, mais aussi qui est très fixée. Et en fait, on pourrait très bien se dire que le cerveau, c'est ça. La cognition, c'est ça, parce que ça va à chaque fois adresser un problème spécialisé à la fois. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez finalement évoluer un nouveau module ou l'enlever sans toucher au reste. Donc ça marche bien, c'est un peu c'est plus problématique si vous enlevez des systèmes généraux de traitement qui fait qu'il n'y a plus rien qui marche, et donc vous êtes mort. Et du coup, ce genre de choses, on peut potentiellement, quand on regarde justement ces idées d'intelligence animale, on peut le retrouver. Donc typiquement, quand on essaie de tester l'existence de G, donc on cherche cette corrélation entre différentes tâches. Et par exemple, Mélissandre a fait ça avec le poisson nettoyeur. Donc ça, c'est un peu l'oiseau. Le poisson de prédilection de Redouane Charé, donc à Neuchâtel. Donc ils ont essayé plein de trucs qui sont faits justement sur la cognition, parce que notamment les poissons nettoyeurs sont assez connus pour être des poissons qu'on pourrait imaginer comme intelligents, parce que, comme leur nom l'indique, en fait, ils nettoient les autres poissons. Donc c'est un peu la station de lavage. Et donc le poisson nettoyeur, en gros, va se faufiler entre les dents des gros prédateurs et autres, et ils vont manger les parasites. Donc ils vont manger les parasites un peu partout, sauf qu'il y a une autre chose que les poissons produisent dont les poissons nettoyeurs raffolent, c'est le mucus. Et donc en fait, Redouane Charé, depuis 25 ans, a développé tout ce programme super intéressant de clients et
j'ai plus français des fois. Ça. Donc le poisson donc, va vous donner un service et le client, il est satisfait ou pas. Parce qu'en fait, il y a toujours, en fait, les poissons reviennent aux mêmes endroits, donc il y a vraiment une relation qui se crée dans le corail entre le nettoyeur. Donc si le nettoyeur mange trop de mucus, donc c'est-à-dire qu'il mord l'individu, forcément le client n'est pas très content, il va aller voir un autre. Et donc il y a toutes ces idées justement d'économie comportementale qui ont été développées par Redwan Shari. Donc il s'est dit, ça serait intéressant de regarder si justement il y a une intelligence générale chez les poissons nettoyeurs. Donc par exemple, là ils ont fait 3 tests différents, donc la compétence numérique, les tasks de détour, donc, et tout ce qui est l'apprentissage renversé. Donc en gros, vous apprenez par exemple un stimulus qui est associé à une couleur particulière ou un sens particulier. Et la tâche, en fait, c'est que vous allez flipper cette association que vous avez créée et vous voyez si en fait les animaux sont capables, ou les humains, on le fait aussi avec les humains, à quelle vitesse on se rend compte, ça a changé, et à quel point vous pouvez réagir et recréer une nouvelle association par rapport à celle que vous avez fait. Donc c'est des tâches, encore une fois, comportementales que vous faites tout le temps. Et vous voyez, là, vos données à droite sont très belles quand vous voulez montrer qu'il n'y a pas d'effet. Donc il n'y a aucune corrélation entre aucune des tâches. Et en fait, si vous faites donc une analyse factorielle, c'est encore mieux. Vous avez vu que finalement, les 3 dimensions des tâches sont quasiment orthogonales les unes aux autres. Donc ça veut dire qu'il n'y a vraiment aucune corrélation entre les performances dans ces tâches-là. Donc il n'y a pas l'air d'avoir de G général pour le poisson nettoyeur. Et donc vous pouvez avoir développé à chaque fois. Donc ça ne veut pas dire qu'ils ratent dans les tâches. Hein. Les tâches, ils les réussissent, mais chacune des tâches est en fait traitée potentiellement par un système différent, ce qui serait un peu une illustration de modules différents. Donc voilà, pas de G. Et là, la question un peu dans le papier, c'est est-ce qu'on a une différence finalement entre les poissons et les mammifères ou les oiseaux, les différentes espèces en fait. Voilà, parce que vous avez ces espèces, on est tous reliés les uns aux autres, mais on a un certain nombre de millions d'années de différence entre les poissons, par exemple, et les mammifères, ou même les oiseaux, les mammifères et autres. Donc c'est un petit peu la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'il y a un moment, finalement, où l'évolution a décidé de se dire « Tiens, je vais évoluer l'intelligence générale ». Et ce qui est intéressant aussi, c'est que malgré le fait qu'on n'ait finalement pas de G pour ces poissons, en fait, il faut quand même se dire que ces poissons, ils sont quand même très bons. Enfin, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites durant ces 20 dernières années, alors pas seulement sur les poissons nettoyeurs, mais sur d'autres. Et en fait, on sait que ces poissons, on commence à avoir des preuves expérimentales assez fortes qui sont capables notamment de faire de l'inférence transitive, de généraliser des règles, potentiellement même de se reconnaître dans un miroir. Donc si on fait différentes tâches, on a vraiment des choses comme ça qui vont au-delà finalement de ce qu'on penserait être juste du conditionnement basique. Et il y a aussi cet intérêt, c'est que vous savez probablement, par exemple, tout ce qui est l'intelligence, c'est souvent lié à des compétences arithmétiques ou des choses comme ça, ce qui est un peu une des critiques récurrentes de l'intelligence, des tests de QI et tout ça. Et en fait, vous avez aussi cette idée que les poissons ont, en termes de compétences numériques, ils ne sont pas si éloignés d'autres mammifères tels que les souris et autres. Donc, l'idée qui ressort, c'est que voilà, fait sur 3 tâches, ils n'ont pas trouvé de G. Mais ça n'empêche pas finalement qu'ils peuvent quand même avoir des vies sociales très remplies, avoir aussi ce côté un petit peu machiavélien que je vous ai dit entre le mucus et les parasites et autres. Donc ça peut être assez compliqué. Donc l'intérêt, c'est finalement, c'est quoi l'intérêt de développer cette intelligence générale? Parce que je vous ai parlé de certaines choses, donc ça peut marcher relativement facilement sans intelligence générale, mais en plus, quand vous avez une intelligence générale, vous avez plein de problèmes à résoudre. Donc, il y en a un que j'ai un petit peu regroupé sous le nom de problème de canalisation. C'est cette idée que finalement, si vous avez un système de traitement général, il faut que ce système de traitement général, il filtre l'information, parce qu'il doit trouver l'information pertinente et il doit filtrer tout ce qui n'est pas pertinent pour le problème. Donc c'est ce qu'on appelle le frame problem. Une fois que vous avez sélectionné, vous avez trouvé la chose pertinente dans votre environnement, qui peut être quand même terriblement complexe,
Vous avez des options comportementales ou cognitives appropriées. Vous avez aussi le fait que plus vous avez une vie sociale ou une vie complexe, plus vous avez de comportements possibles, mais aussi plus vous pouvez faire des combinaisons de ces différents comportements, de ces différentes options ensemble. Ce qui fait beaucoup de choses. Vous devez en plus avoir un système qui vous permet d'apprendre des nouvelles choses, si jamais toutes les combinaisons dont on a parlé ne marchent pas. Et potentiellement, vous n'avez pas beaucoup d'opportunités de le faire parce que vous avez ce problème qu'on appelle la poverty of stimulus, donc vous n'avez pas beaucoup d'occasions de le voir. Et quand je dis ça, ça peut être aussi que c'est... Bon, vous pouvez imaginer que c'est comment est-ce que je peux interagir avec un machin, je ne sais pas ce que c'est sur la table. Ça peut être un stimulus. Mais l'autre stimulus, ça peut être aussi un ours ou un animal non identifié qui est en train de courir vers vous. Et donc, du coup, vous avez un problème de temps et vous avez un droit à l'erreur qui est limité. Parce que, en gros, si vous vous trompez dans la sélection de votre réponse, vous êtes mort. Donc, c'est ce qu'on appelle the urgency problem. C'est aussi quelque chose, c'est comment je vais traiter ça, et il faut vraiment que je réponde au quart de tour, parce que sinon j'ai des chances de ne pas pouvoir survivre. Et finalement, une fois qu'on a passé tous ces problèmes, une fois quand même qu'on a développé une réponse, idéalement, il faudrait qu'elle soit quand même utilisable pour d'autres problèmes, parce que sinon on en revient au même problème d'avoir développé finalement une réponse super spécialisée pour un stimulus particulier. Mais l'idée de l'intelligence générale, c'est quand même que vous pouvez réutiliser vos réponses pour d'autres choses. Est-ce que tout le monde me suit? Comme ça. D'accord? Donc ça, c'est les problèmes. Mais malgré toutes ces choses-là, comme je vous ai dit, on peut quand même s'intéresser au fait que, vu qu'on sait que ça existe chez l'humain, est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a quand même des évidences qu'on peut trouver ailleurs? Et en l'occurrence, il y a deux types de clades, donc des groupes d'animaux où ça a été beaucoup testé. Alors, bien évidemment, les animaux qui sont le plus testés dans la recherche, ce sont les rongeurs, donc forcément on peut faire énormément d'études. Et en fait, on trouve notamment des corrélations entre des performances dans des tâches basiques. Et finalement, ce que vous trouvez, c'est que vous avez un G qui aussi peut être calculé et qui va expliquer aussi 30 à 40% de la variation dans la performance cognitive, donc c'est un peu comme chez les humains. En plus, chez les rats, c'est assez intéressant, on a trouvé que G corrélait avec la taille du cerveau. Alors, il faut quand même garder en tête que ces tests sont pas forcément... C'est pas les mêmes tests qu'on teste, comme chez les humains. Il n'y a pas des batteries de tests qui sont standardisées non plus. En général, c'est aussi un petit problème. Mais vous pouvez voir que, voilà, comme je vous ai montré avec les poissons, vous pouvez avoir certaines tâches qui sont faites. Vous pouvez aussi le faire. Donc là, on a des tâches de conditionnement, de discrimination d'odeur, des labyrinthes. Donc des tâches qui sont souvent faites de toute manière dans les labos pour tester plein de choses. Donc c'est vraiment des tâches standardisées qui sont utilisées. Et vous trouvez ça comme résultat. Et en plus, on a la chance de voir que ça corrèle aussi avec les fonctions exécutives, donc notamment l'attention, la mémoire de travail. Donc ça commence à ressembler sacrément à ce qu'on considère comme étant un G chez l'humain. Donc les rongeurs, a priori, on a des indices là. Ensuite, on a aussi chez les primates, parce que bien évidemment les primates c'est aussi des espèces, alors, pour certaines qui ont été beaucoup utilisées en recherche, mais aussi parce qu'elles sont très liées à notre propre... c'est la famille, comme on verra plus tard. Donc on s'intéresse à savoir si les primates ont des G. Et en fait, voilà, comme je disais, il n'y a pas beaucoup d'études finalement qui l'ont fait. Vous avez donc chez les macaques, ils ont trouvé par exemple un facteur d'ACP, donc encore une analyse factorielle qui pouvait expliquer 48% de la performance dans différentes tâches, donc cette fois il y avait 9 tâches différentes. Chez les tamarins, vous avez aussi une étude qui est sortie, donc ils n'utilisaient pas des analyses factorielles mais avec des mesures bayésiennes. Il y a aussi l'idée que ça pouvait supporter l'existence d'un G. Mais donc tout ça, c'est ce qu'on appelle en anglais des monkeys, donc c'est des petits singes qui sont pas finalement qui sont liés à nous, mais bon, les macaques rhésus, il y a un split avec notre lignée évolutive qui a plus de 25 millions d'années, donc ça remonte quand même à un certain temps. Donc peut-être que ce qui nous intéresse, c'est bien évidemment les chimpanzés, les bonobos, les orang-outans, la famille proche. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que il n'y a pas vraiment de consensus à ce niveau-là. Et en fait, on a une étude notamment donc, qui est sortie en... donc je me suis trompé, l'étude en Science, elle est de 2007 et l'étude de 2010,
c'est celle qui a été faite après. Donc vous avez une étude qui est sortie dans Science en 2007, donc d'Esterman et collègues, qui avait montré qu'il y avait des différences en fait au niveau entre les chimpanzés, les orang-outans et les humains, donc les enfants humains, parce qu'ils avaient fait toute une batterie de tests, mais cette fois en fait ils ne s'intéressaient pas forcément à l'intelligence, ils s'intéressaient à plein de tests différents, et quels étaient finalement les tests qui montraient des différences. Et en fait ce que vous voyez entre la gauche et la droite, c'est que dans le domaine physique, en fait, les chimpanzés, les orang-outans et les bébés et les enfants humains, donc là c'est plus des petits enfants, genre 4-5 ans, bah, la cognition physique, elle a l'air à peu près pareille. Par contre, la cognition sociale, les enfants étaient beaucoup plus doués que les chimpanzés et les orang-outans. Et en fait, c'est quand ils ont essayé de tester ce calcul de G par rapport à donc, ces corrélations dans les tâches, ils n'en ont pas trouvé pour les grands singes, mais ils n'en ont pas non plus trouvé pour les enfants. Donc c'est un petit peu embêtant quand on sait que chez les humains, l'existence du G est quand même quelque chose qui n'est pas spécialement contesté. Mais par contre, la possibilité, c'est que, en fait, c'est justement le fait qu'ils aient beaucoup de tâches dans le domaine social, qui sont en fait pas des tâches qui sont souvent utilisées dans les tests quand on parle d'intelligence humaine. Ben, en fait, c'est ça qui a tout brouillé. Et on va y revenir parce que c'est extrêmement intéressant pour notre discussion. Donc gardez en tête que voilà, suivant les tâches, ben, vous n'aurez pas forcément ce qu'on trouve dans la littérature, et que, en particulier pour l'humain, les tâches sociales pourraient être très intéressantes. Donc ça, ce sont ces données-là. Vous avez à peu près dans les mêmes eaux donc une autre équipe. Donc l'équipe d'avant, c'était Max Planck à Leipzig. Là, c'est une équipe en Géorgie, aux États-Unis, où ils travaillent beaucoup avec les chimpanzés, aussi en captivité. Et en l'occurrence, eux, ils ont plutôt trouvé l'existence d'un G, mais alors pour le coup, effectivement, quand on supprime des tâches sociales. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ils ont aussi continué ça parce qu'ils ont vraiment regardé la génétique, ils ont vraiment regardé les relations de parenté entre les individus qui testaient, parce qu'ils étaient dans un sanctuaire avec plein de chimpanzés qui ont des relations familiales et autres. Et ils ont testé plusieurs choses, notamment en fait à quel point il y a justement ce côté héritable. À quel point en fait si votre tâche est vraiment connectée à ce G, donc vous avez ce qu'ils appellent G-loading ici, donc c'est les tâches en fait qui corrèlent le plus en fait avec ce G, donc celles qui contribuent le plus en fait à la construction de cet indice. Je ne sais pas si je suis suffisamment clair, mais en fait donc ces tâches-là, ce sont également celles qui sont les plus héritables, donc qui se retrouvent entre les générations. Par contre, ils ont trouvé une corrélation qui est positive, mais qui est assez pas très bonne, à 0,26, avec ce qu'on appelle phenotypic variability, donc en gros la différence comportementale entre les individus. Donc vous trouvez un côté héritable qui est assez fort. Par contre, le côté vraiment entre individus, on va dire différence intellectuelle entre individus, il est moins fort. Donc c'est un petit peu là où on en est. Il n'y a pas eu spécialement beaucoup de changements. Je disais 2017-2018. Après, je n'ai pas beaucoup trouvé d'études très souvent là, sur ce sujet. Mais pour finir, ce qui était assez intéressant, c'est qu'en fait, il n'y a pas que le petit G que vous pouvez chercher, il y a aussi le grand G. Et le grand G, en fait, c'est basé sur la même idée que le petit G, mais c'est entre espèces. Et en fait, l'idée, c'est plutôt, au lieu de comparer les individus au sein d'une même espèce, comme on fait chez les humains, on va comparer différentes espèces, notamment par exemple au sein du même ordre, donc lors des primates ou au sein des oiseaux et autres, pour voir s'il y en a qui sont plus intelligents que d'autres et si ça peut nous expliquer des choses. Donc bien évidemment, quand on regarde chez les primates, on sait que ceux qui sont les plus intelligents, c'est les humains, mais ce qui nous intéresse, c'est est-ce que les chimpanzés sont plus intelligents que les macaques? Est-ce que la famille proche, en gros, c'est plus intelligent? Est-ce que c'est corrélé à la taille du cerveau et autres? Et donc ça vous permet, comme je disais, de comparer les espèces entre elles et également de tester des hypothèses phylogénétiques ou, comme je disais, la taille du cerveau. Donc vous avez ça. Donc bien évidemment, on trouve souvent qu'il y a une corrélation entre certaines espèces qu'on voit un petit peu plus. Si vous êtes plus créatif, vous êtes plus intelligent, vous avez un plus gros cerveau. Et on en est là, en gros. Donc là, vous avez un petit peu ce tableau récapitulatif que vous pouvez regarder si vous voulez. Ça explique un petit peu justement tous les différents problèmes qui ont déjà été levés ou que vous verrez dans les semaines à venir sur cette idée de comment normaliser l'intelligence avec un indice, avec juste une valeur. Vous pouvez faire la même chose chez les singes et notamment les rongeurs.
à quel point finalement on a des évidences, des preuves, oui, non, qu'il y a vraiment cette intelligence. Et voilà, suivant les espèces, vous voyez que ça change un petit peu. Il y a souvent beaucoup plus de yes en fait sur la colonne des rongeurs, donc ça vous dit qu'effectivement, c'est un peu comme chez les humains. Plus vous avez testé une espèce en particulier, plus vous avez la capacité de les tester et le nombre, plus vous pouvez trouver ce genre de nombre. Voilà. Et on va quand même continuer un petit peu. Un autre problème qu'on n'a pas mentionné, puisque je viens de vous dire que le grand G, notamment, il corrèle positivement avec la taille d'un gros cerveau. Donc ça veut dire qu'avoir un gros cerveau, ça rend les espèces flexibles, capables d'adaptation, mais on a un problème parce qu'un gros cerveau, ça coûte cher. Donc, par exemple, chez les humains, un gros cerveau, c'est à peu près 20% de notre énergie pour 2% de notre masse moyenne. C'est potentiellement même le double pendant le développement en termes d'énergie qu'on utilise pour utiliser notre cerveau. Donc, encore une fois, quand vous êtes une espèce qui est en train d'évoluer, c'est quand même pas génial de devoir consacrer autant, on va dire, d'énergie à faire marcher votre cerveau. Donc, il faut également qu'il y ait un certain intérêt pour le faire. Et c'est là, en fait, où, comme je vous disais, de faire attention tout à l'heure un petit peu aux données de Esther Hermann par rapport à l'intelligence sociale, ou au moins toutes ses capacités sociales, en fait, on commence à converger sur cette idée que les processus socio-cognitifs, notamment l'apprentissage, sont vraiment très importants dans le fait qu'on ait évolué notre cerveau comme ça. Et les taux d'innovation, en fait, comme je vous disais avant, vous êtes plus créatif, ça corrèle avec la taille du cerveau, avec G aussi, et aussi avec vos capacités d'apprentissage social. Donc si vous êtes bon à apprendre, vous êtes aussi bon à innover. Donc il y a vraiment quelque chose là qui devient très intéressant, qui se dit c'est pas uniquement le fait d'être intelligent juste grâce à ses gènes ou des choses comme ça, mais qu'on est aussi très très bon finalement à observer et que ça nous aide pour notre intelligence, et ça va être l'arrivée sur la deuxième partie de mon talk. Donc, pour résumer, je vous remets un petit peu le modèle qu'il y a de Burkhardt et collaborateurs. Vous avez en gros toutes ces intelligences générales qui pourraient être connectées, qu'il faut canaliser pour pouvoir l'utiliser. En dessous, vous avez des adaptations cognitives qui pourraient être juste finalement des modules fodoriens très simples à analyser. Dans les deux cas, votre but, c'est de développer ce qu'on appelle des skills en anglais, donc c'est des capacités à traiter des problèmes cognitifs de l'environnement ou des problèmes sociaux. Et une réponse qui a l'air assez intéressante, notamment pour cette idée de canalisation, c'est notre capacité à apprendre. Et donc voilà, on a un chemin évolutif, on va dire, pour arriver à l'évolution de l'intelligence générale. Et ce qui est assez intéressant, c'est que maintenant on va arriver dans un autre domaine où il y a encore plein de débats. Et parce que finalement, je vous ai dit que la Cultural Intelligence Hypothesis, c'est intéressant, c'est proposé par Burkhardt et von Schaik, mais il s'avère que la Cultural Intelligence Hypothesis, à l'origine, elle a été développée pour, en gros, expliquer l'unicité humaine. Donc c'est des gens comme Mike Tomasello ou Boyd and Richardson ou Heinrich, qui sont soit des psychologues, soit des bioanthropologues, mais plus concernés par les humains. Et en fait, ça a été aussi coopté en même temps par des psychologues comparés et des bioanthropologues qui sont plus des primatologues, donc par exemple Andy Whiten ou Karel von Schaik, pour parler en général des espèces qui ont des capacités culturelles. Et dans ces cas-là, en fait, la culture, on va parler ici de ce qui est appris socialement, donc à l'opposé de ce que vous pouvez développer avec vos gènes, ou juste en réponse, un développement que vous faites juste vous-même comme individu, on apprend socialement. Et l'intérêt ici, ça va être de regarder finalement à quel point finalement votre culture a un impact sur votre capacité à résoudre des problèmes dans votre vie. Et alors pour ça, j'ai besoin de vous donner un petit peu de contexte. L'idée des cultures animales, c'est un peu plus récent quand même que l'intelligence. Ça date vraiment du milieu des années 50. Notamment, en fait, ça a commencé avant qu'on le sache, avant que le monde, entre guillemets, le monde occidental le sache, au Japon dès 1953, en fait, où vous avez en fait
donc Kinji Imanishi, qui a développé toute cette primatologie au Japon et qui était très intéressé par les comportements. Et ils ont notamment étudié les macaques japonais sur l'île de Koshima. Et pour les approcher, pouvoir documenter leur comportement, ils leur envoyaient de la nourriture, donc dans le sable. Et en fait, il y a une petite femelle qui s'appelle Imo. Donc, si vous parlez japonais, Imo, ça veut dire pomme de terre. Donc elle a été appelée comme ça parce qu'en fait, elle a développé ce comportement de lavage des pommes de terre dans l'eau. Et en fait, c'est un comportement qui s'est propagé à sa famille proche. Et elle l'a aussi utilisé pour autre chose. Donc, par exemple, quand on lui envoyait du blé, elle mettait aussi le blé dans l'eau et puis elle pouvait manger le blé sans devoir manger les petits morceaux les petits grains de sable. Donc vous avez ça. Et puis en 1960, Jane Goodall aussi découvre que les chimpanzés sauvages utilisent des outils. Donc notamment, ils utilisent des petites baguettes comme ça dans les termitières pour récupérer les termites et les manger. Et c'est là qu'on commence à discuter de toutes ces notions de cultures animales, potentiellement. Et vous avez des gens qui sont, on va dire, plus ou moins en faveur de ça, donc je vous les ai mis en vert. Culture, ils utilisent le mot culture, préculturel, si vous ne voulez pas utiliser le mot culture. Et à côté de ça, vous avez des gens qui sont plus des opposants, notamment Galef et Tomasello qui expliquent que finalement les processus de transmission sont différents. Par exemple, les humains ne font que de l'imitation alors que les autres animaux ne sont pas capables d'imiter. Et donc, vous avez souvent des préconceptions, hein, parce que du coup, après, il y a eu beaucoup de discussions là-dessus, mais vous avez vraiment des positions très fortes. Et vous avez aussi Leyland et Yannick, qui, eux, étaient plus du côté biologique, dont le problème était plus qu'en fait que justement il n'y avait pas spécialement de preuves qu'il y avait de la transmission sociale, par exemple chez les chimpanzés. Donc pour eux, ils disaient il y a plus de preuves de transmission sociale chez le poisson que chez le chimpanzé, et pourtant vous parlez de culture chez les chimpanzés, ça ne va pas. Et en l'occurrence, ça donne quelque chose comme ça. En fait, en 99 et en 2003, vous avez deux papiers, donc un d'Andy Whiten, l'autre de Karel von Schaik, donc un chez les chimpanzés, un chez les orang-outans. Donc cette idée que si vous avez une approche ethnographique de la culture, vous pouvez caractériser différentes communautés de chimpanzés ou d'orang-outans avec des patterns de comportement différents. Et donc Leyland et Yannick répondent avec un papier. Ensuite, vous avez une réponse de Michael Crutzen, de von Schaik, et ensuite vous avez encore une autre réponse. Et ce qui est assez intéressant, juste pour le contexte, c'est que moi j'ai fait ma thèse à Saint-Andrews où il y avait Kevin Leyland et Vince Yannick. Et j'ai fait mon postdoc donc à Zurich avec Karel von Schaik. Donc c'était bien au moment de j'étais pile poil au bon moment pour entendre un petit peu les deux sons de cloche des deux côtés, pour comprendre un petit peu tous les problèmes. Donc c'était assez animé, on n'est toujours pas d'accord, je pense, après 20 ans, mais on a quand même fait beaucoup avancer le débat, justement, pour comprendre tous les côtés, on va dire, l'écologie et autres, qui sont connectés à ces problèmes-là. Alors, en général, on va quand même parler des choses où on se rapproche un petit peu. Je pense que tout le monde est à peu près d'accord que la culture, au moins les cultures animales, c'est un ensemble de comportements qui sont transmis socialement. Donc si c'est transmis à la nouvelle génération, on va appeler ça une tradition. Et si vous avez finalement plusieurs traditions dans plusieurs domaines, donc par exemple le domaine vocal, le domaine d'utilisation d'outils et autres, ça va s'appeler une culture. Et on a aussi la notion que si vous pouvez construire sur vos traditions pour créer de nouvelles traditions, on va appeler ça la culture cumulative. Alors il y a beaucoup de débats à l'heure actuelle pour savoir si c'est uniquement humain ou pas, mais on va éviter d'en parler aujourd'hui parce que j'ai déjà pas mal parlé. Mais alors moi, ce qui était intéressant, c'était que pendant ma thèse, en fait, il y avait plusieurs approches. Donc ça, c'est un peu l'approche animale. Donc là, par exemple, vous avez une définition qui est utilisée pour les traditions. Donc on parle vraiment de comportement. Par contre, si vous prenez quelqu'un comme Kim Hill, qui est un anthropologue, il va vous dire finalement que la culture, c'est un set d'idées partagées. Donc, vous voyez, au niveau animal, on parle de comportement, un set de comportements. Au niveau des humains, on va parler des idées. À quel point vos idées vont influencer notamment votre comportement. Donc, moi, c'est là-dessus en fait que j'ai fait ma thèse. C'est pour ça que je vous introduis ça. Parce que je m'intéressais vraiment à cette idée de est-ce que finalement vos croyances, vos connaissances et autres vont avoir un impact sur votre comportement. Et juste pour la petite histoire, je vous rajoute aussi une définition que j'aime beaucoup pour la culture,
c'est McGrew, qui est aussi un primatologue, qui dit « the way we do things », donc la manière dont on fait les choses, qui, je pense, est très intéressant, notamment pour juste résumer la chose et pas forcément discuter des autres. Donc, pour vous montrer à quel point, finalement, le comportement, vos croyances, finalement, ou vos connaissances culturelles ont un impact sur votre comportement, je vais vous montrer une autre expé. Donc ça, c'est directement ce sur quoi je me suis basé pour créer les propres expériences que j'ai faites après. Et c'est le boulot, en fait, de Levinson et collègues à Nijmegen, qui, donc, eux, ils travaillent sur le langage, et notamment sur des populations qui n'ont pas forcément ce qu'on appelle des frame of reference. Donc, par exemple, vous pouvez avoir un frame of reference qui est lié à vous-même, donc vous analysez en fait l'environnement par rapport à vous-même. Donc, c'est par exemple, la gourde est à ma gauche, le micro est à ma droite. Mais vous avez aussi des populations qui ne font pas ça et qui font des choses plus par rapport à un référentiel allocentrique, donc par exemple par rapport au soleil qui se lève ou autre. Donc pour eux, ça va être non, je ne sais pas si on est orienté au nord ou à l'est, je crois que c'est l'est par ici. Donc il va vous dire que le micro est à l'est. Et ce ne sera pas par rapport à lui, ce sera juste dans l'ordre. Et donc en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont fait des expés où on demande en fait aux enfants, par exemple, de regarder donc sur cette table qui est orientée est-ouest, de remettre ces objets. Donc si vous faites ça par rapport à vous-même, en tant qu'Européen, vous allez faire ça de gauche à droite. Mais si vous êtes dans un référentiel dans l'autre sens, vous allez faire ça comme ça. Si la table a été retournée, vous allez continuer à le faire. Et en l'occurrence, il y a cette vidéo qui est très intéressante, que vous allez voir. Donc il va leur apprendre une petite danse. Et donc cet enfant appartient à une de ces communautés, justement, qui a un lexique majoritairement allocentrique. Donc si vous êtes européen, la danse c'est à droite, à gauche, à droite, à droite. Ok ? Donc là il a compris, il va encore leur faire une autre présentation. Là tu lui dis, maintenant tu fais tout seul. Ensuite, il va le retourner donc à 180 degrés, qui nous fait la même danse. Bon, là, il a peut-être fait une erreur, on ne sait jamais, donc on le retourne de nouveau à 180 degrés. Et donc vous voyez, donc là, il a vraiment tout fait ça par rapport à son lexique, à la manière dont il se comporte dans leur propre communauté. Donc ça, je trouvais ça super fort. Je me suis dit, moi, je pensais, qu'est-ce que je pourrais faire chez les chimpanzés qui pourraient chercher leur cognition, qui aurait une influence sur leur capacité à résoudre des tâches. Pardon. Entre l'anglais et le français, ça ne va pas aujourd'hui. Donc moi, j'ai travaillé en Ouganda. Et ce que je faisais, en fait, c'était que j'appelais sur leur instinct basique d'aller chercher de la nourriture, et notamment des trucs sucrés. Donc je leur ai donné du miel. Et je suis allé tester deux communautés différentes qui sont connues pour avoir des comportements différents au niveau de leur nourriture. Donc c'est un petit peu l'idée des différences culinaires ou des différences culturelles qu'on a entre communautés, par exemple entre des Européens et des Japonais. Il y en a qui vont utiliser des baguettes et d'autres qui vont utiliser des fourchettes et des cuillères. Donc vous avez la communauté à gauche ici qui utilise les bâtons quand ils mangent du miel. Et vous avez la communauté à droite qui n'utilise que des feuilles. On ne les avait jamais vus utiliser des bâtons. Donc la communauté à gauche, c'est la communauté de Kanyawara dans la forêt de Kibale. Et ça, c'est les chimpanzés de Budongo dont on va pas mal reparler. Donc à noter que les deux communautés utilisent ces éponges de feuilles pour boire de l'eau. Donc je vais vous mettre les deux vidéos en même temps. Vous avez à gauche Kanyawara et à droite Sonso. Donc vous allez voir parce que la vidéo est plus rapide. Vous avez Wilma ici, qui va prendre un bâton et donc qui va aller chercher le miel ici. Par contre, à droite, vous allez voir Hawa, qui d'abord au début met ses doigts et ensuite, en utilisant un bâton, ce qui l'intéresse, lui, c'est uniquement la partie feuille. Et avec les feuilles, il va utiliser donc, il va faire une éponge de feuilles pour récupérer du miel. Donc ça vous montre en fait que les chimpanzés à gauche qui connaissent les utilisations de bâtons, ils utilisent les bâtons normalement pour récupérer du miel. À droite, ils ne connaissent pas, donc il faut être un petit peu plus créatif. Et ils ont commencé à utiliser des feuilles pour récupérer le miel.
Et alors, juste pour la petite histoire, pour vous raconter, parce que ça, c'est ce que j'ai fait pendant ma thèse, ça commence à remonter, donc ça fait quand même il y a 15 ans. Et en fait, vous avez donc, en bas, vous avez donc Kibale ici, en haut, vous avez Sontso, et au milieu, il y a une forêt qui s'appelle Bugoma. Et en l'occurrence, j'ai commencé ce projet il y a 10 ans pour savoir ce qui se passait donc, en plein milieu, donc entre les deux. Et en l'occurrence, on a commencé un projet avec ma collègue qui s'appelle le Bugoma Primate Conservation Project. Et Mathesard Kelly Magnon nous a juste ramené des données qui nous montrent que les chimpanzés qui se trouvent pile poil au milieu entre les deux forêts font exactement les deux comportements que vous pouvez voir en photo ici. Donc nous, on a commencé à penser avec d'autres choses que c'est peut-être un endroit où justement on a une jonction culturelle, parce que ces forêts ont toutes été connectées à un certain moment avant qu'elles se soient, à cause de la déforestation, qu'elles ont commencé à être détachées. Donc il y a quelque chose d'assez intéressant, donc c'est projet en cours en ce moment. Donc ces chimpanzés donc au sud-ouest, ils utilisent des bâtons, au milieu, ils utilisent les deux. Et à Budongo, ils n'utilisent pas de bâton. Et donc, qu'est-ce qui se passe à Budongo? Donc ça, c'est ce qui s'est passé, par exemple, pendant mon postdoc. Donc vous avez Knight ici, qui va interagir aussi avec l'expé. Et vous allez voir qu'elle va donc récupérer le bâton avec sa bouche. Elle va lécher le bâton. C'est bon, il y a du miel dedans. Et ensuite, elle se débarrasse du bâton et puis elle se dit comment est-ce que je vais récupérer le miel. Donc bien évidemment, quand vous faites un talk sur l'intelligence animale, c'est pas forcément la vidéo que je dois montrer à tout le monde. Hein. Mais donc ça, 2 ans après, c'est la même individu. Là, vous pouvez voir qu'avec un autre type quand on essaie de leur faire provoquer l'utilisation d'outils, en fait, de bâtons, c'est la seule expé à ce jour où j'ai réussi à avoir quelque chose qui ressemble à l'utilisation d'un bâton. On a une étudiante en thèse qui a continué à bosser à Budongo, donc avec les données qui datent de 2024. Les chimpanzés là-bas sont toujours incapables d'utiliser des bâtons. Donc ça vous dit, donc moi je suis assez content de moi, c'est un truc que j'avais prédit quand j'ai fini ma thèse, je me suis dit ils sont tellement canalisés par leur culture qu'ils sont incapables de voir qu'un bâton peut être un outil. Donc ça, au bout de 15 ans, c'est toujours répliqué. Quand on est chercheur, on est assez content. Et bon, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intelligents, hein, mais ça veut dire qu'effectivement, leur culture les canalise parce que le seul truc qui les intéresse comme objet, c'est les végétaux. Et en l'occurrence, j'avais aussi prédit à la fin de ma thèse que s'ils devaient innover un nouveau comportement, ce serait un nouveau comportement végétal. Et en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. Donc ça, on a vu ça avec ma collègue Kato Baiter. Donc, comme je vous disais, en fait, les chimpanzés, dans toutes les communautés en Afrique, ils utilisent des éponges faites en feuilles, mais ils ont commencé à créer un nouveau comportement. Alors là, sur la photo, vous ne voyez pas forcément grand-chose, mais ce qu'ils font, en fait, c'est, au lieu de faire des éponges qui sont faites en feuilles, ils font des éponges qui sont faites en mousse. Alors, je suis d'accord, c'est subtil comme différence, mais en l'occurrence, il y a très peu de chimpanzés qui utilisent de la mousse pour faire leurs feuilles, et je vais vous montrer que les experts ont montré que les chimpanzés sont capables de différencier entre les deux. Donc ça, ce qui s'est passé, c'est la première fois que nous, chercheurs, avons vu ces chimpanzés faire ce nouveau comportement. Donc là, c'est la boîte 4. La forêt, là, vous voyez, en fait, il y a Nambi, donc notre femelle dominante, qui est en train d'épouiller Nick. Et Nick, à ce moment-là, il va chercher de la mousse. Et il commence à faire à récupérer de l'eau. Donc vous voyez l'eau à côté, donc c'est un petit puits où en fait il y a des ressources minérales. En fait, c'est un arbre qui pourrit, enfin les racines pourrissent, donc du coup l'eau qui est dedans a beaucoup d'oligo-éléments ou des choses comme ça. On ne sait pas exactement ce qu'ils cherchent dedans, mais clairement c'est un endroit qu'ils aiment beaucoup. Et en fait, on a aussi un coup de peau parce que les 2 individus que vous avez vus là, c'était numéro 1 mâle, numéro 1 femelle de la communauté. Donc c'est des individus aussi qui sont énormément observés. Alors je dois vous avouer que quand on sait que Nick, pour nous, c'était pas forcément, disons, la chips la plus croustillante du paquet, pardon. Donc quand il a fait un nouveau comportement, c'était un petit peu bizarre, mais ça a été appris par l'autre individu, et donc ça s'est passé. Donc il y a eu cette transmission, et à partir de Nambi, vous avez eu d'autres individus qui ont également appris ça, et donc on a publié ça. Et 3 ans après, Mathesard, Noémie Lamont a voulu... était toujours là, et du coup, naturellement, on pouvait le voir, ou on pouvait également faire des expés comme vous avez ici, où vous présentez aux individus une bûche, et vous leur donnez différents matériaux. Et là, vous voyez que Caribou, sur la vidéo, a commencé à utiliser la mousse
pour récupérer de l'eau. Donc je vous laisse tourner la vidéo parce que ce qui est intéressant, c'est que ça c'est le terrain. Donc vous avez sa mère Puera, qui était une des individus qui originellement avait utilisé de la mousse. Et là, vous voyez qu'en fait, elle fait un outil encore plus compliqué puisqu'elle utilise des feuilles et de la mousse ensemble. Ça fait un composite. Et ça montre que on ne peut pas toujours contrôler non plus ce que les animaux vont faire. Mais ce qu'on a pu montrer, c'est que nos individus, tous ceux qui étaient originels, donc c'est ceux avec le trait noir là, en fait, le comportement a continué à se propager dans leur propre famille. Donc ce qu'on a pu démontrer, c'est que ces éponges de mousse, elles se sont propagées uniquement dans ces familles des individus originaux, on va dire, qui ont commencé le comportement. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi en fait ce comportement s'est propagé, alors que souvent en fait, ça fait 50 ans qu'on observe les chimpanzés, même plus. Jane Goodall à Gombe, ça fait presque 70 ans qu'ils sont là-bas. On voit souvent des innovations, mais rarement en fait, elles continuent à rester dans la communauté. Et en fait, Noémie, pendant son travail, elle a aussi montré que finalement, ces éponges, donc là, c'est un peu des plots de données qui ne sont pas très faciles à lire, mais en fait, à gauche, vous pouvez voir qu'en fait, ces éponges de mousse, elles absorbent plus d'eau. Et à droite, ce qu'on peut trouver, c'est qu'en termes de temps, en fait, pour faire ces éponges, allez chercher le matériel, comme vous avez vu Nick le faire, le mettre dans votre bouche, retourner dans l'eau, retourner à votre bouche, tout ça, ça prend du temps. Et comme je vous disais tout à l'heure, quand vous avez un problème justement de urgency problem, quand vous avez plein d'individus qui veulent récupérer l'eau à votre place, ça vous donne un petit avantage d'être capable en fait d'être plus rapide pour faire votre mousse et d'aller chercher à boire. Donc en fait, ces éponges sont plus absorbantes, plus rapides, etc. Elles sont plus efficaces. Et ce qu'on a trouvé, finalement, quand on a testé donc, le même genre d'expé que je vous ai montré, on s'est dit, on va tester les individus qu'on connaît. On sait qu'on les a vus utiliser des éponges de mousse, alors que les autres, on pense qu'ils ne connaissent pas. Donc vous avez à gauche les individus qui connaissent à la fois les éponges faites avec de la mousse et avec des feuilles, et ceux qu'on pensait ne connaissaient pas. Et en fait, c'est ce qu'on a trouvé. C'est-à-dire que les individus qui étaient connus comme étant des utilisateurs de mousse vont privilégier le choix de la mousse pour faire leurs éponges, comparé à ceux qui ne connaissent pas, qui gardent en fait le comportement ancestral. Donc en gros, c'est les individus qui ont la connaissance de cette mousse vont la sélectionner. Donc ça vous montre que quand votre connaissance peut évoluer, donc là ils ont créé un nouveau comportement, ils se sont rendus compte que c'était plus intéressant que l'autre, et ça vous montre qu'il y a quand même une capacité d'évoluer un petit peu au niveau de vos connaissances culturelles. Et juste, enfin, parce que je fais quand même partie d'un centre qui s'appelle le Swiss Science, le CISA, donc le Centre interfacultaire en sciences affectives. Donc je voulais faire un petit aparté émotionnel. Je vous ai un petit peu épargné aujourd'hui, je n'ai pas parlé forcément de tout ce qui est représentation mentale, mais ce que je viens de vous dire tout à l'heure, quand je disais que vous étiez capable de comparer qu'il y avait la mousse qui était par exemple plus efficace que les feuilles, tout ça on peut le faire au niveau mental. Donc c'est-à-dire, vous pouvez réfléchir dans votre tête, moi j'ai toujours l'impression que je parle en termes de projection, donc vous pouvez imaginer que ce chimpanzé peut projeter deux différentes techniques en se disant « Ah je peux utiliser d'un côté la mousse ou je peux utiliser l'éponge de feuilles pour récupérer de l'eau ou pour récupérer du miel. Qu'est-ce qui est le plus efficace ?» Et ça peut être très facile, ça peut être juste des représentations mentales, ça peut être juste aussi associer un individu particulier avec un outil particulier et se dire « Ah moi je fais comme ça et puis l'autre elle fait comme ça ». Ça peut être beaucoup plus compliqué parce qu'on peut aussi attribuer des pensées à l'autre individu. Donc on peut dire « Ah moi je pense qu'il faut faire les choses comme ça et je conçois que toi tu penses qu'il faut faire autrement ». Donc vous voyez, c'est un peu de gymnastique d'esprit, mais ça c'est un truc que les humains font tout le temps parce qu'on appelle ça la théorie de l'esprit et on l'utilise par exemple dans l'enseignement tout le temps. Donc moi je dois faire des présuppositions que les étudiants devant moi ne connaissent pas forcément Fodor ou des choses comme ça. Eux ils doivent faire l'hypothèse « J'espère que je connais plus de choses qu'eux pour leur apprendre ça, sinon ça ne sert à rien qu'ils soient dans la salle de classe ». Et ça, c'est un truc qu'on fait de manière naturelle avec les enfants. Les enfants vont vous attribuer des connaissances. Il y a énormément de choses là-dessus. C'est une chose qu'on fait de manière très simple en tant qu'humain. C'est pour ça que je disais que les capacités sociales étaient très intéressantes. Mais là où je voulais en venir, juste pour dire ça, c'est que cette définition de la manière dont on fait les choses, c'est très intéressant pour la culture. Mais on pourrait aussi imaginer
rajouter un côté émotionnel là-dessus, en se disant que finalement, l'individu, là, quand vous introduisez un nouveau comportement, ben, il y a des individus qui peuvent être aussi choqués en disant « Ah ben non, c'est pas comme ça qu'il faut faire les choses ». Donc il y a tout ce côté aussi représentationnel en disant bah, « Ah, cette manière de faire les choses, ma culture, ah, tu es en train de faire quelque chose qui n'a rien à voir avec ma culture ». Et il y a vraiment tout ce côté social qui est aussi lié à l'émotion, lié à nos réactions émotionnelles qu'il faut prendre en compte et dont je ne parlerai pas aujourd'hui, mais c'est tout un sujet très très intéressant où vous avez toute cette transmission aussi culturelle et émotionnelle qui va aussi colorer votre manière d'analyser les choses. Hop. Donc la dernière partie, elle est plus courte. Hein. Donc c'est juste pour vous dire, voilà, j'ai essayé de vous donner un petit peu une idée de ce qu'est l'intelligence animale, ce qu'est l'intelligence culturelle animale. Et mon point ici, c'est de dire comment est-ce qu'on en est arrivé à nous. Et donc je vous ai montré finalement que notre cognition, elle est impactée par nos connaissances culturelles, qu'on a quand même beaucoup d'animaux qui sont connus comme étant dotés de culture, c'est-à-dire qu'ils sont capables de transmettre des comportements de manière sociale. Là, je vous ai donné l'exemple des chimpanzés, mais j'aurais pu faire la même chose avec les baleines. Et donc, ça, c'est quelque chose il n'y a plus de débat. Ça existe, cette diversité culturelle des animaux. Mais on sait également que la culture humaine, c'est largement bien au-delà de n'importe quelle culture animale qu'on a pu trouver. Et la question, c'est un petit peu comment est-ce qu'on peut expliquer finalement l'explosion de notre intelligence et de notre culture. Et mon autre question, c'est finalement se dire de quelle espèce on parle. Parce que là, moi, je vous parle d'humains, donc nous sommes des animaux, bien sûr, mais on est aussi des animaux un petit peu particuliers. Et moi, la question que je dis toujours aussi, c'est que si vous voulez dire, par exemple, mettons, facilement, on va dire, c'est lié au langage. Alors vous me dites, si c'est lié au langage, ok. Mais le langage, pour l'instant, on pense à peu près, dans le NCC, on a un NCCR, donc un gros centre de compétences en recherche, où on est en train justement d'essayer de trouver quand est-ce que le langage a évolué. Mais si le langage a évolué il y a 300 000 ans, on ne parle que d'Homo sapiens. Ça veut dire que Homo erectus et autres, tous ces individus, ils n'avaient pas de culture, ils n'avaient pas d'intelligence, parce qu'ils n'avaient pas de langage. Donc moi, c'est ce point que je veux vous mettre en exergue ici, c'est que si vous faites un argument, il faut l'appliquer aussi à nos propres ancêtres. Donc la question, voilà, c'est pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au début au comportement des animaux, en particulier des primates. C'est à cause de l'intérêt qu'on a pour ces animaux et on va dire pour la famille. Parce que finalement, à partir de l'inné, on a commencé à considérer que les humains étaient des primates. Darwin qui vous disait, alors, Darwin, ça dépend ce que vous citez, encore une fois, là ça vient aussi de Descent of Man, il a certaines parties où il va mettre l'emphase sur les convergences et puis d'autres moments sur les divergences. Donc ça veut dire que quand vous faites la psychologie comparée, si vous voulez mettre l'emphase sur les divergences, vous pouvez citer Darwin. Si vous voulez faire l'emphase sur les convergences, vous pouvez aussi citer Darwin, c'est exactement le même paragraphe. Donc je le montre toujours dans mes cours, je ne l'ai pas mis ici, mais vous pouvez faire dans les deux choses, mais c'est quand même la personne qui a effectivement connecté aussi notre cognition, nos émotions aux autres animaux. Puis j'aime beaucoup cette citation de Maurice, qui est en gros cette idée que nous, on est effectivement sur notre piédestal là-haut, mais qu'en fait c'est une histoire c'est un peu comme des nouveaux riches en fait. On y est arrivé super rapidement, mais on est un petit peu honteux de nos origines. Donc on a tendance à être un petit peu... faire attention à vraiment vouloir être différent des autres. Donc j'aime beaucoup cette citation, mais pour moi, je ne la vois pas comme ça, parce que je suis un biologiste à l'origine et que ça m'intéresse de comprendre comment nos capacités ont évolué. En particulier, on peut Ils ont tous le droit, à chaque fois on m'invite, on va tous là-bas, mais donc c'est ça en fait. Ça c'est la famille proche, et la question pour moi c'est où est-ce que toutes ces choses en fait se sont développées, donc la coopération, la culture, le langage, l'intelligence, la personnalité et autres, parce que quand je vous disais tout à l'heure que il y a 300 millions d'années de différence entre nous et les poissons depuis qu'on a splitté, les chimpanzés ça fait entre 8 et 5 millions d'années qu'on a splitté, donc nos deux lignées ont énormément en commun, donc c'est normal qu'on trouve des choses chez eux qui peuvent expliquer aussi comment notre propre intelligence a évolué. Et donc ça c'est la famille proche, mais on a une famille encore plus proche. Donc là,
je suis même pas sûr que vous puissiez lire les différents noms, mais ça n'importe peu parce que ce genre de graphe change tous les ans. Parce que tous les ans, on trouve des nouvelles espèces, on trouve des nouveaux fossiles, on complexifie cet arbre de l'évolution pour savoir en fait qu'est-ce qui s'est passé. Donc là, typiquement, c'était un endroit que j'ai pris sur le site de Wisconsin-Madison, au moment où ils ont sorti de terre tous les Homo naledi. Donc ça, c'est dans une cave, si vous avez l'occasion de regarder, c'est Rising Star dans une cave en Afrique du Sud, c'est tout le travail de Lee Berger. Et c'est des individus assez intéressants parce qu'ils sont relativement récents, mais ils ont un tout petit cerveau. Et donc du coup, on ne sait pas du tout à quel point ils sont, si c'est juste une espèce, une sous-espèce qui a évolué différemment ou autre, mais ça n'a pas empêché certaines personnes de leur donner par exemple les capacités d'enterrer leurs morts ou des choses comme ça. Donc c'est extrêmement controversé, ça montre qu'il y a énormément de discussions là-dessus, notamment parce que effectivement, Naledi, la taille du cerveau, c'est quasiment un australopithèque. Donc c'est super intéressant, moi j'adore ça pour lire ces histoires-là, mais chaque année ça se complexifie, il y a des papiers qui sortent dans Nature Science tous les ans, enfin, tous les 6 mois il y a un nouveau truc, mais c'est ça où en fait il faut se dire comment toutes ces choses-là ont évolué, toutes ces capacités qu'on a pu évoluer. Et quand je donne un cours sur l'évolution humaine, j'ai tendance à parler de quelles sont ces facultés qui sont vraiment, qu'on peut imaginer comme étant spécifiques à l'humain ou qui peuvent expliquer notre évolution. Et comme je vous disais, là, on peut parler de la théorie de l'esprit, cette capacité donc de se mettre à la place de quelqu'un, de penser qu'il a des croyances différentes des nôtres, et puis ça a été pendant longtemps vu comme étant juste l'apanage de l'humain, et même en fait vous aviez des tests qui montraient que les enfants avant 4 ans étaient incapables de faire de la théorie de l'esprit. Donc à partir de là en fait, on a dit peut-être qu'on peut trouver la théorie de l'esprit chez des enfants qui n'ont pas le langage, mais il faut le faire d'une autre manière, c'est en utilisant finalement ce qu'on appelle du eye tracking, donc quand vous suivez le lien des regards, et si vous pouvez montrer que les yeux prédisent une action particulière, ça peut être une preuve de théorie de l'esprit. Et bien évidemment, c'est sorti chez les humains. Et Chris Coupenier, qui était un de mes étudiants au tout début de ma thèse, il s'est dit, je vais faire la même chose avec les chimpanzés. Et du coup, il a fait ça avec une sorte de King Kong que vous voyez ici, qui va entre les bottes de foin. Et évidemment, il a trouvé les mêmes résultats qu'avec des enfants de 9 mois. Donc, la conclusion, c'était soit on donne la théorie de l'esprit aux singes, soit on ne la donne plus aux enfants de 9 mois. Mais il faut être cohérent, vu que c'est le même paradigme expérimental. Donc maintenant, ça fait partie de ces données où on est relativement d'accord qu'il y a au moins une esquisse de théorie de l'esprit chez les chimpanzés. Gardez en tête qu'on essaie de remonter le temps là et de recréer la cognition de notre ancêtre commun avec les chimpanzés. Donc théorie de l'esprit, potentiellement, c'est là. Coopération, donc je vous ai montré tout à l'heure les individus, enfin les pieuvres le faisaient. Là, c'est une vidéo qui vient de Bugoma, parce que ça me permet juste de faire de la pub pour mon site, mais ça vous montre une activité particulière des chimpanzés. Et là, vous n'avez pas entendu donc mon assistant. Donc là, vous voyez, en fait, il y a un chimpanzé qui est ici, et il tient le corps d'un autre singe qui s'appelle un colobe. Et en fait, les chimpanzés donc, font énormément de chasse collaborative. Donc ça, c'est Christophe Bush qui l'avait dit dès 1994. Il y a eu encore une fois énormément de débats pour savoir si les individus ont vraiment conscience, par exemple, de qui est le chasseur, qui est-ce qui a contribué à la chasse. Est-ce que le chasseur ou ceux qui ont participé à la chasse vont récupérer plus de viande? Donc vous avez la viande ici. Vous avez les individus qui sont autour, qui mettent la main, qui disent « je veux aussi en récupérer ». Donc ça, c'est notre mâle alpha. Donc Charlie, personne ne va l'attaquer de toute façon pour récupérer la viande. Donc la seule manière dont vous pouvez avoir la viande, c'est qu'il va vous en donner. Et donc, vous voyez, donc là, les individus ils demandent, ils mettent la main. S'ils vous laissent le prendre, c'est qu'ils vous autorisent à le faire. Et vous avez toutes ces capacités on montre chez les chimpanzés, qui sont capables de se donner à manger entre eux. Donc coopération, visiblement, c'est aussi quelque chose qui est déjà là. L'outil, donc c'est pareil, là plus ça va, plus on remonte le temps avec l'utilisation de pierres. Donc là maintenant en ce moment on est à 3,5 millions. On va sûrement trouver des outils plus anciens, tout simplement parce que comme je vous ai dit avant, Jane Goodall a bien montré qu'il y avait utilisation d'outils. Vous avez vu la vidéo au tout début où les chimpanzés utilisaient aussi des pierres. Donc ça, l'outil n'est pas l'apanage de l'homme non plus, et ça c'était connu donc, en 1960 où il disait
Donc c'est Louis Leakey qui a répondu soit il faut redéfinir l'outil, soit il faut redéfinir l'humain, ou alors il faut accepter les chimpanzés comme des humains. Alors j'ai presque fini. On a le langage aussi. Alors ça c'est une petite quote encore de Darwin qui vous dit que le fait que les singes ne sont pas capables de parler, ça dépend sur le fait que leur intelligence n'est pas assez avancée. Donc je ne sais pas trop comment il aurait réagi au fait que là, juste la semaine dernière, on a eu un papier dans Science qui montrait que les vocalisations des baleines, dont j'ai quasiment pas parlé pendant mon talk, donc je vais quand même en parler un petit peu ici, elles ont des caractéristiques qui sont communes avec la syntaxe humaine. Donc ça montre qu'effectivement, le langage, on est les seuls à le parler parce que c'est notre manière de communiquer, mais ça ne veut pas dire qu'il y a des structures très communes avec le reste de la communication animale. Et il y a aussi cette possibilité assez intéressante, sur laquelle moi j'ai pas mal travaillé, qui a probablement une coévolution entre le langage et l'utilisation d'outils. Donc là, on revient un petit peu sur l'idée de G ou de grand G, qui fait que les choses évoluent ensemble, et que si vous avez des capacités moteurs qui sont développées, par exemple, pour casser des outils, casser des pierres pendant 1 million d'années, ce que Homo erectus a fait, ça a un impact sur le cerveau, ça a un impact sur votre capacité moteur, et le langage, c'est une capacité moteur, bien évidemment. Donc, il y a un petit peu un revival, c'était dans les années 90, il y avait des gens qui avaient parlé de ça, après c'est un petit peu tassé, et puis là on est un certain nombre de personnes à essayer de repousser de nouveau cette idée que cette coévolution existe. Donc là c'est ma propre spéculation là-dessus, mais on commence à bosser pas mal là-dessus parce que c'est intéressant que ça montre cette coévolution. Et enfin on pourrait peut-être parler d'enseignement. Parce que, effectivement, il y a des choses qui sont intéressantes dans la communication. Les chimpanzés et d'autres primates communiquent de manière intentionnelle, donc avec une idée de faire changer le comportement, et également de manière référentielle. Donc, par exemple, ils ont une vocalisation pour dire je veux commencer à voyager, ou je m'assois, ou j'ai peur des serpents, ou des choses comme ça. Donc, ça, on a aussi ce genre de choses, on le sait. Mais ce qu'on sait aussi, ou a priori on n'a pas trouvé, on n'a jamais trouvé un mot de chimpanzé pour parler de sa culture. J'ai jamais vu un chimpanzé non plus faire quelque chose comme « fais comme ci » ou « fais pas ça », des choses comme ça. Et fondamentalement, en fait, on n'a pas cette impression que les chimpanzés ont vraiment envie, par exemple, de transmettre leur culture à leurs plus jeunes. Donc les plus jeunes peuvent regarder, mais on n'a pas une mère chimpanzé qui va dire « non, utilise le caillou comme ça pour casser ». Et c'est peut-être là où je veux en venir comme conclusion, c'est qu'en fait, nous, en plus d'être intelligents et des choses comme ça, on est une espèce hyper sociale. On a développé pendant notre évolution cette capacité finalement d'apprentissage, mais aussi cette motivation à vouloir transmettre nos connaissances et à les acquérir. Et c'est un cercle vicieux, vous apprenez de plus en plus de trucs, vous voulez en transmettre de plus en plus, et c'est là où la culture se fait et peut se construire. Voilà, donc en conclusion, l'intelligence n'est pas apparue chez Homo sapiens. On a, je pense, quand même pas mal de preuves maintenant que, quelle que soit la définition, les autres espèces animales, elles ont de l'intelligence, et les hominidés qui nous ont précédés probablement aussi. Et il faut toujours avoir cette idée d'intelligence, à quel point finalement ça vous adapte à votre environnement, à quel point c'est nécessaire et autres. Et je pense que je vous ai montré plusieurs choses qui, du point de vue biologique, font sens et qu'il faut être à discuter aussi en psycho. Et l'humain, c'est probablement, on a eu un coup de peau, et on a aussi évolutivement, et puis on a évolué beaucoup de choses ensemble. Et je pense que c'est quelque chose qu'on arrive à comprendre un petit peu mieux maintenant, mais qu'on doit aussi beaucoup travailler. Et cette idée que finalement, la culture et notre volonté de la transmettre nous a rendus beaucoup plus intelligents. J'ai envie de dire quoique, parce que si vous suivez les news en ce moment, c'est pas glorieux non plus. Voilà. Donc merci à mes financeurs, merci aux étudiants et aux collaborateurs, et puis merci à vous de m'avoir écouté.